C'est devenu un rituel attendu ou craint. Chaque semaine, le professeur Didier Raoult poste une nouvelle vidéo en ligne avec le plus souvent à la clé une polémique. Dernière en date, le scientifique a réveillé la guerre entre Paris et Marseille en mettant en cause la gestion de l'épidémie en Ile-de-France. Que cherche vraiment le microbiologiste? Comment expliquer qu'il déclenche autant de passion? Quel est son parcours? L'intrigant Monsieur Raoult, enquête de Caroline Mière, Cantabolier avec Étienne Grelet et Sophie Herbet. Dans ce quartier de Marseille, à 20 h, à l'heure où la France rend hommage aux soignants, ici on ne se contente pas d'applaudir. Même les enfants chantent les louanges du professeur Raoult. Pour la famille Carrossiot, même si ses études sont contestées, le professeur fait figure de messie. On va dire qu'il a sauvé le monde, on va dire. Ce qu'il a créé, pour moi, on voit que chez nous, il n'y a pas de décès, il n'y a pas beaucoup de décès. Les gens sont guéris très très vite. Donc pour nous, à Marseille, c'est incroyable. D'ailleurs, ce maçon a voulu lui rendre un hommage encore plus poussé. Marseille et le monde avec le professeur Raoult. Au bout de sa propriété, il a accroché une banderole visible depuis l'autoroute. C'est la 50, donc tout le monde la prend pour aller sur Aubagne, sur Marseille. Donc souvent j'ai les camionneurs qui klaxonnent le soir à 23 h, parce que ça c'est éclairé jusqu'à minuit, 1 h du matin. Donc tout le monde la voit de jour et nuit, on va dire. Car à Marseille, c'est presque un fan club qui s'est créé. Sur le compte Twitter de l'Institut que dirige le chercheur, on peut voir ces vidéos de soutien filmées au pied du bâtiment. D'étonnantes farandoles, ici de taxis. Là, des boueurs. Des supporters comme un soir de match OM-PSG. Un professeur qui rouvre la fracture entre Paris et la province, les élites et la France des territoires. Comment expliquer un tel engouement? Pourquoi a-t-il autant de soutien politique? On ne peut pas se comparer au professeur Raoult. Que les choses soient bien claires, il est d'un niveau de nobélisable, le garçon. Quelle est sa stratégie pour imposer ses idées? Il n'est absolument pas hors système, ça c'est une fable qui construit. C'est quelqu'un qui sait aussi construire des histoires à son propre propos. Ses méthodes sont-elles contestables? On nous a témoigné de scènes d'humiliation publique, d'agression verbale. De Marseille à Briançon, enquête sur l'homme qui, dans cette crise sanitaire, réveille les passions françaises. Bien là aussi, on est face à une formidable explosion technologique. On a de plus en plus de données brutes sur les génomes, il va falloir les interpréter. Microbiologiste ordinaire ou gourou des sciences, les visages de Didier Raoult sont multiples. Le voici sur une photo qu'il a lui-même publiée. Il s'y présente comme un aventurier, un Indiana Jones des maladies infectieuses. Né en Afrique, d'un père médecin militaire et d'une mère infirmière, c'est à Marseille qu'il trouve finalement son port d'attache. Un enfant plutôt rebelle, son parcours scolaire est chaotique, mais il sait déjà alimenter sa légende. Lycéen, il était, selon ses camarades de l'époque, assez flamboyant déjà. Il avait été élu délégué de classe sans s'être présenté, ce qui en disait quand même un peu long sur l'impression qu'il faisait sur ses petits camarades. Et il impressionnait beaucoup. Et il était déjà, d'après ses camarades de l'époque, très sûr de lui et très, très stable dans sa façon d'être. Avant le bac, il part 2 ans dans la marine marchande. Finalement, son goût pour les sciences le rattrape. Sur les bancs de la fac de médecine, Didier Raoult croise cet homme, Renaud Muselier, qui deviendra médecin puis ministre. Il se souvient d'un étudiant brillant. Il fait partie de ces personnalités qui passent pas inaperçues, parce qu'il est plus travailleur, plus brillant, plus fort, plus rigoureux que tous les autres. Donc c'est une personnalité qui a une laisse pas indifférente. Didier Raoult se spécialise dans l'étude des bactéries et devient rapidement l'une des références en la matière.
C'est un homme de terrain, il a parcouru l'Afrique, l'Asie, surtout l'Afrique d'ailleurs, pour aller chercher toutes les bestioles pourries qui traînent à travers les différents continents. Il les a maintenant à l'IHU regroupées pour les analyser, les disséquer, travailler dessus. Donc c'est une vraie mécanique de chercheur. Et tout au long de sa carrière, Didier Raoult va se faire connaître pour ses méthodes efficaces, mais musclées. Au printemps 96, il débarque dans le département des Hautes-Alpes pour résoudre un mystère. La ville de Briançon est en proie à une étrange épidémie. Plusieurs habitants sont subitement atteints de fièvre Q, une maladie bactérienne transmise par le bétail et qui touche généralement les bergers. Mais cette fois, c'est en pleine ville que le mal se répand. Grand spécialiste de cette maladie, il doit trouver le mode de contamination. Très vite, le chercheur identifie un lieu d'où peut venir la bactérie, l'abattoir de la ville. Christian Gonnet se souvient de cette époque. Donc l'entrée de l'abattoir était au niveau de ce portail, le portail qui se trouvait en place, et le bâtiment se trouvait à cet emplacement à l'époque. C'est surtout l'héliport de la gendarmerie, juste à côté, qui interpelle Didier Raoult. Selon lui, les pales des hélicoptères pulvérisent la bactérie présente sur les carcasses des animaux. L'hélicoptère passait pour monter à l'hôpital, il survolait en permanence ce secteur-là. C'est ce qu'ils disent qui aurait déclenché l'épidémie ou qui aurait, propagé un peu plus le microbe, le virus, à l'époque. Un dépistage massif de la population est alors lancé. 2000 personnes sont testées suite à l'enquête du professeur Raoult menée tambour battant en 2 jours, en froissant au passage quelques susceptibilités. À l'époque, Gérard Fromm était le vétérinaire de l'abattoir. Il n'avait même pas été consulté par le chercheur marseillais. Ah ben, rétrospectivement, oui, il y a un côté très cavalier, on avance, ça débourre, on va pas se perdre pendant des jours à faire des trucs, allez hop, vous venez tous, je vous fais un écouvillonnage et puis je vous traite si vous êtes positif ou pas. Bon, c'est vrai que ça c'est la méthode Raoult qui est contestée par certains de ses confrères. La méthode est contestée, mais c'est bien le professeur Raoult qui a résolu l'énigme. Et parfois, l'histoire bégaye. Dans la liste des médicaments qui ont servi à guérir et mettre un terme à cette épidémie de fièvre Q, l'hydroxychloroquine. Le dérivé d'une molécule utilisée depuis les années 50 pour soigner notamment le paludisme. Quelle influence cette expérience a-t-elle eu sur le professeur Raoult? En tout cas, aujourd'hui, c'est ce même médicament que le chercheur recommande pour lutter contre le Covid-19. Didier Raoult ne manque pas d'ambition. À 42 ans, il est nommé président de l'Université Méditerranée Aix-Marseille. Puis quelques années plus tard, il est mandaté par le gouvernement pour rédiger un rapport sur le bioterrorisme et les risques épidémiologiques. À partir de là, il ne cesse d'alerter sur les dangers d'une pandémie, comme ici en 2006 au journal télévisé, lors d'une épidémie de grippe aviaire. Notre capacité actuellement à contrôler la contagion des maladies respiratoires est mauvaise. Et vous le voyez au quotidien, on sait tous que la grippe est une maladie contagieuse. Ça ne nous empêche pas d'embrasser nos proches ou d'aller travailler quand on a la grippe et de contaminer les gens dans notre environnement. Donc nous ne savons pas pour l'instant contrôler les épidémies d'infections respiratoires et d'apprendre à faire ça. Ceci nous prépare à une éventuelle pandémie. Merci beaucoup, monsieur Raoult, d'avoir répondu à nos questions en direct de Marseille. En 2010, il obtient le Grand Prix de l'INSERM, l'une des plus hautes distinctions scientifiques françaises. Je n'avais pas pour objectif ni de sauver le monde, ni de trouver le médicament qui allait guérir l'humanité. C'est guidé, c'est très égoïste, c'est guidé par la curiosité. C'est à cette même époque que le président Sarkozy lance le projet d'investissement du Grand Emprunt. Tout juste auréolé de sa distinction, Didier Raoult obtient alors la plus grande subvention jamais accordée en France pour la recherche scientifique. Sur les 80 millions, on a 10 millions. Moi, non, j'ai une réputation pour ça à tenir. Je dépense tout l'argent qu'on me donne. Isabelle, c'est pas vrai? Avec cette manne financière, il se lance dans un projet pharaonique. La musique n'est pas choisie au hasard. Dans
cette vidéo institutionnelle, le professeur Raoult fait une présentation grandiloquente de son IHU, l'Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection. C'est ici qu'il y a le plus de microbes au monde qui ont été identifiés. Ce bâtiment présente d'une manière intégrée, qui est unique au monde, d'une part des malades avec des spécialistes de maladies infectieuses, des capacités de traitement de maladies ultra contagieuses. Il y a des domaines dans lesquels on a le meilleur équipement au monde, en microscopie, en génétique. L'Institut est adossé à l'hôpital de la Timone. Il s'appuie également sur l'université, le service de santé des armées ou encore diverses start-up. Un fonctionnement inédit en France, qu'il est le premier à mettre en place. L'IHU naît de là, naît de sa capacité à construire un palmarès scientifique, à s'affirmer sur le champ scientifique mondial, mais aussi à aller voir des politiques en leur disant « Regardez, ce que je dois faire, c'est quelque chose qui est nécessaire à la France, qui est nécessaire à la recherche française. » Et ça, oui, c'est sa réussite. Didier Raoult s'est s'entourer. Au conseil d'administration, de nombreuses personnalités politiques se relaient. Son ami et président de la région Sud, Renaud Muselier, l'ancien ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy, ou encore Jean-François Delfrécy, l'actuel président du conseil scientifique sur le Covid-19. Il a des relais politiques, il a des relais médiatiques. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est en dehors du système et qui est un rebelle, c'est quelqu'un qui est parfaitement implanté dans ce système. Un système qu'il souhaite dominer. Et pour briller à l'échelle mondiale, Didier Raoult le sait. Il doit multiplier les publications scientifiques. Ce sont elles qui permettent d'établir un classement. Sur ce moteur de recherche spécialisé, près de 3000 résultats dans sa carrière. Des recherches très poussées pour la prestigieuse revue Science. Beaucoup pour des revues plus confidentielles. À visage caché, une ancienne thésarde de l'Institut dénonce la pression sur les équipes pour que le chercheur puisse apposer sa signature sur leurs recherches. Il y avait une grosse pression à la publication parce qu'effectivement, c'est en fonction du nombre de publics que le laboratoire obtient ses financements. Qu'un directeur d'institut s'attribue la paternité des études de son équipe est une pratique courante. Mais l'année dernière, sa signature apparaît 168 fois. Presque une publication tous les 2 jours. Impossible. Alors, à moins que cet article soit vide, à moins que cet article soit creux, à moins que cet article soit uniquement descriptif, un article de science s'écrit en 6 mois, 1 an. Forcément, je pense qu'il signe absolument tous les papiers qui sortent de chez lui. Mais ça veut dire qu'il ne peut même pas tous les vérifier ou tous les lire. Donc il y a forcément des erreurs qui passent, volontaires ou pas. Selon la jeune femme, c'est même la preuve que les travaux qui sortent de l'IHU manquent parfois d'intégrité. Une accusation que porte également ce rapport du Haut Conseil pour la recherche scientifique, un organisme indépendant d'évaluation. Il estime que l'IHU privilégie le nombre de publications au détriment de leur qualité. Dans une tentative désespérée de multiplier les publications, les travaux proposés manquent d'hypothèses claires. Une stratégie risquée, estime l'instance. Sur la question, le professeur Raoult et son équipe ne souhaitent pas faire de commentaires. Le Haut Conseil fait également un autre constat. La cohésion de l'équipe semble largement fondée sur l'énergie et la personnalité du chef d'équipe. Et l'équipe a développé ce qui pourrait être considéré comme une mentalité de siège. Un personnel qui fait corps derrière son chef, mais qui souffrirait également d'une forme de persécution. C'est un nouveau visage de Didier Raoult qui est révélé, celui d'un homme à l'emprise puissante. Mars 2017, une douzaine d'employés accusent la direction de l'IHU de harcèlement moral. À l'automne, une vaste enquête est diligentée par les instances représentatives du personnel. C'est qu'on avait vraiment affaire à une ambiance extrêmement toxique. Une ambiance toxique au niveau du travail et avec un management qu'on pourrait presque qualifier de dictatorial. L'ambiance était assez infantilisante, assez irrespectueuse. Toutes les réunions d'équipe hebdomadaires, moi j'y allais avec la boule au ventre et on allait à la réunion en disant ok, c'est le tour de qui en fait aujourd'hui? Sur qui ils vont se déchaîner? Ouais, c'était vraiment un peu ça. Régulièrement, il y en avait un qui s'en prenait plein la tête. On savait pas trop pourquoi et c'était vraiment l'angoisse.
Humiliation publique, agression verbale. L'autoritarisme du professeur Raoult est pointé du doigt. C'était vraiment la parole de Dieu, c'est-à-dire que la seule opinion qui compte, c'est la sienne. À partir du moment où on a compris qu'à travers ce management qui était hyper centralisé, que ce soit de la démarche scientifique, des conditions de travail, etc., en fait, on a vraiment compris l'aspect pyramidal de fonctionnement. Et donc, effectivement, on s'est rendu compte d'un certain nombre de problèmes à ce niveau-là, c'est-à-dire que tout passait par lui, quoi. Dans leur conclusion, les représentants du personnel délivrent 26 préconisations. Mais à l'époque, si Didier Raoult admet certains dysfonctionnements, il nie un quelconque climat malsain. De trouver 10 ou 12 personnes qui sont mécontentes à un moment dans un endroit qui en tout en comporte 770, ça n'est pas une surprise. Ce qui est une surprise, c'est que ça devienne une affaire nationale. Et pour moi, c'est devenu une affaire nationale parce qu'il y a des gens qui veulent détruire les IHU, qui sont la plus grande réussite de ces 5 dernières années. Les représentants du personnel reprochent également à Didier Raoult de ne pas avoir dénoncé des faits d'agression sexuelle commis par un membre de son équipe, dont il avait pourtant été informé. Selon l'article 40 du Code pénal, c'est un délit. Tout d'abord, j'ignorais tout des obligations de l'article 40 jusqu'à une date récente. Ce n'était pas à moi seul qu'incombait cette responsabilité. C'est alors le début d'une série de déconvenues pour le professeur Raoult. Cette vidéo est récemment réapparue sur les réseaux sociaux. Elle a été filmée en mars 2018 lors d'un gala des étudiants en médecine de Marseille. C'est la tradition. Les élèves brocardent violemment leur chef dans une ambiance bon enfant. Mais cette année-là, Didier Raoult est particulièrement pris pour cible. En quelques mois, l'Institut accuse une perte de crédibilité, tant au niveau académique que moral. L'INSERM et le CNRS retirent tous les deux leur label à l'IHU, ainsi que les dotations qui vont avec. Et ça le blesse et en même temps ça le renforce. Ce personnage qui est très particulier, il dit, bon, vous ne me voulez pas à vos côtés dans vos outils, ben je vais vous montrer que je suis plus fort sans vous. Le chercheur accentue alors sa métamorphose, entamée 10 ans plus tôt. Au journaliste qui lui demande pourquoi ce changement de style, il répond. Il a eu un petit sourire et il m'a dit parce que ça les fait chier. Parce qu'il aime bien, il aime bien provoquer les puissants, les décideurs, qu'ils soient politiques, que ce soit des scientifiques ou même ses confrères médecins et chercheurs. Didier Raoult aime provoquer. Dans plusieurs chroniques écrites pour le magazine Le Point, il remet par exemple en cause le réchauffement climatique. Il n'aime pas être hurlé avec les loups, être mainstream, c'est pas dans sa nature. Et avec l'IHU, il trouve un moyen plus large de faire entendre son point de vue. Dans le plus petit nombre de salariés que compte la Fondation, il y a un caméraman dont la mission est de filmer, de produire des films sur Raoult, de faire ces films un peu hallucinants où on voit Raoult dans son bureau en train de faire des grandes leçons de science à destination de tout le monde. Une chaîne YouTube est ainsi alimentée régulièrement. Des vidéos de vulgarisation scientifique, mais aussi des propos péremptoires, parfois contredits par la réalité. Mi-janvier, alors que 60 millions de Chinois sont sur le point d'être placés en quarantaine, voici ce qu'il déclare. Et donc c'est vrai que le monde est devenu complètement fou. C'est-à-dire qu'il se passe un truc où il y a 3 Chinois qui meurent et ça fait une alerte mondiale, l'OMS s'en mêle, ça passe à la radio, à la télévision. 2 semaines plus tard, il ne semble toujours pas mesurer l'ampleur de la crise. Si moi j'avais à faire une hypothèse sur le devenir, je ne crois pas que ça changera la mortalité par pneumonie dans le monde cette année. Au départ, ces vidéos circulent dans un milieu confidentiel. Mais le 25 février dernier, c'est la bascule. Didier Raoult a visiblement changé de cap
Il touche alors un public plus large avec cette conférence dans laquelle il prédit la fin de partie du Covid-19 grâce à un médicament qu'il connaît bien, la chloroquine, la molécule utilisée à Briançon 24 ans plus tôt. Et ça vient de sortir. Donc c'est efficace sur les coronavirus avec 500 mg de chloroquine par jour pendant 10 jours. Il y a une amélioration spectaculaire et c'est recommandé pour tous les cas cliniquement positifs d'infection à coronavirus chinois. Donc c'est un excellent couvert, c'est probablement l'infection respiratoire la plus facile à traiter de tout. Un message d'espoir qui trouve tout de suite écho à Marseille. Des files se forment devant l'IHU pour se faire tester et soigner le cas échéant avec le remède miracle promis par le professeur Raoult. Alors au départ, l'équipe de l'IHU ne souhaitait pas en parler. Et il ne fallait surtout pas, nous, quand on en discutait avec eux, dire non, non, il ne faut pas en parler, ne le rendez pas public, on ne souhaite pas que ça soit la ruée. Parce qu'il y avait une crainte, qu'il y ait un effet dévastateur avec plein de gens qui arrivent de manière très désorganisée à l'IHU. Oui, moi je connais quelqu'un de ma famille qui est atteint, il est venu se faire dépister avant-hier. Le lendemain, il a été pris en charge, il a déjà un traitement. Donc à un moment, c'est rassurant. Écoutez, je pense qu'on ne peut pas attendre pendant 6 mois des tests de souris, on est en guerre, il faut agir. Ce processus de dépistage et de soins n'existe nulle part ailleurs en France et devient une fierté dans la ville. À Marseille, et c'est on peut jouer très facilement d'une forme de patriotisme local. Il y a un jeu assez facile, dont les médias locaux jouent aussi, du Marseillais contre le reste du monde. Tout de suite, c'est devenu Astérix contre Jules César et la Rome antique. Mais la méthode ne plaît pas à tout le monde. En découvrant les images de ces files d'attente devant l'IHU, plusieurs sommités scientifiques sont effarées. Karine Lacombe estime que l'efficacité du remède n'a pas été prouvée par des études réalisées dans les règles de l'art et que ce médicament peut avoir des effets secondaires graves. Ce qui se passe à Marseille, à mon avis, est absolument scandaleux. Utiliser un médicament comme ça, hors AMM, c'est-à-dire hors autorisation de mise sur le marché, en exposant les personnes qui le prennent à des complications, sans avoir vérifié des conditions d'utilisation de base de la chloroquine, je pense que c'est vraiment en dehors de toute démarche éthique. En seulement quelques minutes, la professeure Lacombe se met à dos des milliers de Français remplis d'espoir. Et à partir de là, la machine s'emballe. J'ai eu une attaque email tout un après-midi où j'ai reçu plus de 1000 emails en 6 heures de temps. Plainte a été déposée pour justement retrouver en particulier les origines, les personnes qui ont véhiculé des vidéos avec des menaces de mort. Alors que je n'ai essayé de me présenter que sur des bases scientifiques, on a attaqué la personne que je suis derrière. Depuis, Karine Lacombe a décidé de quitter les réseaux sociaux. Elle reste tout de même la cible de critiques et d'insultes. Mais cela ne l'empêche pas d'être toujours aussi critique vis-à-vis du professeur Raoult. Quand on est dans un climat, comme je disais, très anxiogène, avec une peur de la mort, la pensée magique, ça marche. Certaines personnes qui n'ont pas le recul scientifique, les connaissances scientifiques pour comprendre comment on peut évaluer un traitement pour dire effectivement qu'il marche, cette personne va croire. De la science à la croyance. Didier Raoult ne serait-il pas le druide qui détient la recette de la potion magique? Sur Internet, ses fans rivalisent de créativité. Il est souvent présenté comme une icône, le seul capable de venir à bout du coronavirus. Sur Facebook, une page de soutien rassemble même à elle seule plus de 470 000 membres. À la mi-mars, alors que ces méthodes divisent le monde de la recherche, le professeur Raoult décide de snober les réunions du Conseil scientifique sur le Covid-19, un organe consultatif de 12 membres au sein duquel il a été nommé par le ministre de la Santé. Ça n'empêche pas le chef de l'État d'aller rencontrer le chercheur et ses équipes en personne. Et vous êtes très jeune, vous avez quel âge en moyenne? 24, moi c'est 25, 26.
Une longue visite de plus de 3 heures pour souligner, selon l'Élysée, l'intérêt du président pour toute forme de recherche contre le Covid-19, y compris celle menée par Didier Raoult. Merci de participer à l'effort. Merci à vous. C'est très important, donc merci beaucoup. Dans un climat de défiance, alors que beaucoup considèrent que l'exécutif tâtonne dans cette crise, Didier Raoult sait s'affranchir des convenances, tout en apparaissant comme une figure crédible dans sa blouse blanche. Il a bien su jouer ce rôle de médecin, toujours en se sentant bien avec son tablier, hein, ce qui en termes symboliques est quand même assez important, pour proposer une solution en disant en quelque sorte, vous voyez bien, parce que c'est ça le discours conspirationniste, vous voyez bien que l'État n'arrive pas à répondre à la crise, et donc moi ce que je vous propose est par contre une solution alternative. Un discours repris par des dirigeants populistes à travers le monde. Au Brésil, Jair Bolsonaro a décidé de prescrire la chloroquine à tous les patients atteints du Covid-19. Aux USA, Donald Trump, lui aussi, a choisi de croire au protocole prôné par le professeur Raoult. I happen to be taking it. Hydroxychloroquine? I'm taking it, hydroxychloroquine. When? Right now, yeah. A couple of weeks ago, I started taking it. Fort de ses soutiens, Didier Raoult se sent pousser des ailes et ne cesse de provoquer ses pairs. Alors que l'épidémie de Covid-19 semble décliner, il fait déjà le bilan et dans son analyse, l'opposition Paris-Province est une nouvelle fois mise en avant. La mortalité de Paris est plus de 5 fois supérieure à celle de Marseille. C'est-à-dire que quand il mourait une personne à Marseille, il en mourait un peu plus de 5 à Paris quand même. Donc ça fait quand même une grosse différence. En effet, le ratio avancé est difficilement vérifiable, puisque les chiffres de la seule ville de Marseille ne sont pas connus. Même s'il est juste qu'à taille similaire, la mortalité à Paris est bien plus importante que dans les Bouches-du-Rhône, près de 3,5 fois plus. Les affirmations du professeur sont justes, les conclusions biaisées. Une accusation de mauvaise gestion qui fait bondir les professionnels de santé franciliens. Moi, je suis absolument opposé à cette querelle totalement débile entre Paris et Marseille. Donc, je ne rentrerai pas là-dedans parce que je trouve ça totalement ridicule. Je trouve que le professeur Raoult se discrédite. On n'a pas fini de débriefer ce qu'on a fait. Moi, je suis le premier à dire qu'il va falloir réfléchir autrement, mais c'est un peu facile de rejouer, excusez-moi, mais c'est un peu facile de rejouer la partie a posteriori. Déclaration après déclaration, Didier Raoult fait sortir de leur gond même les plus sérieux des infectiologues. Sur la forme, je dirais qu'on est quand même entre Michel Simon, Boudu sauvé des eaux, Fidel Castro, Gérard Depardieu. Et sur la forme, c'est du populisme scientifique qui surfe sur la peur de la population et la défiance face aux élites. Pour moi, personnellement, en tant que médecin, c'est confus. Et pas du tout cohérent. Moi, je regrette que le ministre de la Recherche s'empare pas de ce genre de dossier où on peut raconter des bêtises en permanence. Il a toujours été comme ça. Et s'il est là aujourd'hui, c'est parce qu'il est comme ça. Donc vous ne pouvez pas demander à M. Raoult aujourd'hui, à partir du moment où il est intimement convaincu que ce qu'il fait va dans le bon sens, de changer de comportement. Il a toujours été comme ça toute sa vie depuis qu'il est né, depuis que je le connais. Vous n'avez pas lui demander de changer maintenant. Mais que cherche vraiment Didier Raoult ? Veut-il s'éloigner du milieu purement scientifique pour incarner un contre-pouvoir ? Interrogé par nos confrères d'I24 News, il prône une voie alternative et s'en prend aux médias traditionnels. La plupart du temps, les informations sont de meilleure qualité sur YouTube que sur les médias. Donc il y a une révolution à faire ici, effectivement, sur un podcast. Moi, j'ai 3 fois la notoriété du journal Le Monde. Je comprends que le journal Le Monde n'aime pas, vous voyez, parce que moi, ça coûte rien, ça me rapporte rien, et donc je deviens un rival. D'ailleurs, dernier geste en date pour se singulariser, Didier Raoult a annoncé sa décision de rallier le média créé par le philosophe Michel Onfray, Front Populaire, un média qui se veut souverainiste. À 68 ans, le professeur Raoult aura, quoi qu'il en soit, réussi un exploit, propulser son institut sur le devant de la scène. Inconnu du grand public l'année dernière, l'IHU Méditerranée Infection est désormais connu partout dans le monde.